Suite donc de notre portrait croisé d'une jeunesse en quête de repères et de perspectives. Après avoir rencontré nos jeunes universitaires, nous sommes allés à la rencontre d'une autre jeunesse. Nous allons aujourd'hui parler de Yannick et de Steven, deux enfants de la Guadeloupe. Deux enfants de la Guadeloupe qui vont nous présenter un autre aspect de notre jeunesse. On regarde tout de suite notre reportage. Je m'appelle Assouvi Yannick, j'ai 34 ans, j'habite dans la commune de Port-Louis. Je suis né à Montmorency, dans le 95, dans le Val d'Oise. J'ai une femme et une fille qui est en maternelle à l'école de Port-Louis. Ta fille a quel âge? Ma fille, elle a 4 ans. 4 ans. Oui. Et tu es né dans une famille de combien d'enfants? Moi j'étais né tout seul. Du fait que ma famille s'est séparée, donc après j'ai eu un frère et une sœur. Et où vivent tes parents? Ma mère vit en Bertrand et mon père vit en Martinique. Et ça fait combien de temps que tu es rentré en Guadeloupe? Ça va faire une bonne dizaine d'années, plus de 10 ans, puisque j'ai fait ma scolarité à partir de collège en Bertrand. Après j'ai fait un petit peu le lycée Faustin à Morne-à-l'Eau. Et après j'ai terminé, après j'ai fait ma famille tranquillement. Alors, explique-nous un peu, quelle a été ta formation? Tu as été à l'école jusqu'à quelle classe? J'ai été jusqu'en terminale, niveau bac STT. Même si j'ai pas eu le bac, mais bon, oui. Ça c'est une petite étape, ça fait rien. Après j'ai continué, j'ai fait les préparations à l'appel à la défense, j'étais au SMA, ça s'est mal passé. Après, pourquoi ça s'est mal passé au SMA? Je vais pas dire, je n'ai pas envie de critiquer pour machin, mais c'était... Comme c'est strict, c'est militaire, c'était pas avec moi en fait. Donc j'ai juste fait 6 mois, mais après si c'est juste pour avoir un permis, un diplôme, quelques diplômes et un permis, mais s'il faut vivre tout ce qu'il faut vivre là-bas, non, j'ai pas pu. Qu'est-ce qu'on vivait là-bas? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Je vais pas dire non, c'est clair que c'est niveau militaire, c'est machin, mais c'est un service militaire adapté, comme ils le disent. Donc il faut bien être carré dans les trucs, mais c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop, on va dire. Pression, machin, c'est un petit peu trop. Je ne sais pas si ça a changé, mais en montant en 2003, je crois, il y avait un petit peu trop de pression, un petit peu trop de trucs qui ont fait que, après, je suis parti, quoi. Bon, alors, et qu'est-ce que tu as fait après? Après, j'ai passé mon permis dans le civil, je l'ai eu, ça fait maintenant au moins 9 ans que j'ai mon permis. Après, j'ai fait quelques formations, il y a une petite mauvaise passe où je suis allé en prison. Alors, on va s'arrêter là. On va te demander pourquoi tu es là. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu finisses en prison? Des accumulations. C'est-à-dire, comme j'allais pas au procès, j'ai eu des accumulations de rébellion, de détention de stupéfiants. Et comme j'allais pas au procès, donc il y a eu des accumulations de peines, de procédures. Et après, un bon jour, quand j'ai eu ma famille, quand je me suis bien stabilisé, après c'est tombé sur moi, quoi. Alors, il faut que tu nous expliques Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu en arrives là. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais au niveau du bac? Tu as fait ton lycée où? J'ai fait mon lycée à Faustin-Fleurette, à Morne-à-l'Eau. À Morne-à-l'eau. Oui. Et tu n'as pas eu le bac? Non. Je devais aller au deuxième tour, mais après j'ai arrêté, donc je suis allé au SMA. Pourquoi tu as arrêté? Parce que j'en avais marre. Pourquoi tu en avais marre? Dis-nous, explique-nous. Mais en fait, pour moi, le plaisir, c'était pour que ma mère puisse dire, c'est bon, j'ai été jusqu'au niveau bac terminal, et que pour moi, au niveau bac terminal, voilà. On n'a pas... Contrairement à des copains moi, qui ont arrêté l'école au niveau CM2, peut-être niveau 6e, niveau 5e, moi c'était juste pour faire plaisir à ma mère en fait. D'avoir un niveau conséquent pour apprendre la vie, pour apprendre à s'exprimer, pour apprendre à compter, lire, écrire. Ouais. Et tu habitais avec ta mère? Oui, au début j'habitais avec mon père et ma mère. Après, il y a eu des problèmes dans la vie qui se passent dans la vie de tous les jours. Ils ont divorcé. Et après le divorce, peut-être que je l'ai mal pris, après ça a mal tourné. Donc tout ça... Tu as 19 ans à cette époque-là. Non, un petit peu plus tôt même plus tôt encore même. Tu as eu la séparation. À quel âge? Non, je te parle des études de bac. Ouais, les études de bac plus à 18-17 ans parce que comme j'avais déjà redoublé, donc j'avais peut-être une année de plus. D'accord. Et donc tu sors de l'école. Tu sors de l'école, tu ne vas plus à l'école. Voilà. Et comment se passe ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Au début, je fais rien du tout parce qu'avec les copains, on essaye de voir qu'est-ce qu'on a à faire, mais comme on n'a pas de diplôme, qu'on n'a rien du tout, donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va essayer de faire de la vie. Et après, un jour,
comme j'étais jeune, donc au début ça a commencé avec le permis. Au début tu vois un de tes potes à toi qui commence à aller dans les cours de code, qui commence même à avoir aussi, comment dire, ils commencent à rouler en voiture. Ils sont avec leurs copains, machin et tout. Donc ça a commencé. Après je me suis dit, ah, ben, il faut que je sois comme lui, il faut que je sois comme un copain. Donc on a commencé avec les copains à Petit Canal, parce qu'après j'ai habité à Petit Canal. Donc on s'est dit que bon, on va commencer à passer notre permis tranquillement. Et après entre les copains c'était une compétition de permis. C'était au premier qui allait avoir le permis en fait. Ouais. Donc après ça s'est bien passé. Donc j'ai eu mon permis. Donc à partir de là, j'ai pu commencer à m'épanouir, on va dire. Et qu'est-ce que tu as fait après ben, j'ai commencé les formations, comme on va dire. Oui. J'ai commencé les Tu formations. as fait des formations de quoi? J'ai fait les formations, ben, au début, tout ce qui primait, c'est dans la sécurité. Oui. Donc j'ai eu mon CQP APS, j'ai eu mon SIAP 1, service de sécurité, incendie et assistance à personne. Et c'était au domaine canin en fait. Et j'ai fait une grande formation au domaine canin, mais j'ai pas pu continuer parce que j'ai eu ma jambe cassée au football après. Bon, alors, comment expliques-tu le basculement? Parce que tu as quand même fait des études, Oui. tu es arrivé jusqu'au niveau du bac. Oui, niveau bac. Et tout ça, tu n'es soutenu que par ta mère. Et ma famille, enfin au début oui, c'est ma mère qui m'a aidé. Et comme ma mère n'avait pas de moyens non plus, parce qu'après il y a eu mon petit frère. Tes parents faisaient quoi exactement? Enfin, mon père il est animateur radio en Martinique. Oui. Donc, et ta mère? Ma mère elle est sans emploi là pour l'instant. Sans emploi. Ouais. Donc c'était dur pour elle. C'était dur pour elle. Voilà. Donc j'étais obligé de faire quelque chose avec les copains pour essayer de s'en sortir et pour essayer de faire de l'argent. Mais bon, comme c'était d'un genre, on va dire, illégal, donc j'étais obligé de m'en sortir par un autre moyen. Donc après j'ai commencé les formations. J'ai commencé toutes les formations, tout ce qui était possible et tout ce que je voulais faire. Tu as cherché du travail? Oui, j'ai cherché. J'ai commencé dans le niveau de la sécurité. Mais après, comme j'ai fait ma petite session en prison, donc c'est un petit peu cassé l'ambiance. Qu'est-ce qui s'est passé précisément pour que tu aies ces problèmes avec la justice? Le quotidien, on va pas dire le quotidien, mais bon, déjà avec ma mentalité de France, comme ça se passait déjà d'un genre en France, donc venir ici avec accumuler les problèmes, accumuler tout ce que j'ai gardé de la France et tout, donc c'est resté. Et après, ça a fait un petit blocus. Donc à chaque fois qu'il y a un contrôle, à chaque fois qu'il y a quelque chose, ça se passe mal, on leur parle mal. Et puis voilà, accumulation de dettes, voilà quoi. Ouais. Tu penses que le fait d'avoir vécu en métropole, dans quelle banlieue tu habitais? À Villiers-le-Bel. Villiers-le-Bel, oui, bien sûr, dans le 95, voilà. Val d'Oise. Oui. D'accord. Mais ça c'est étant jeune. Ouais. Parce que bon, heureusement que je suis parti, on va dire, tôt. Donc quand ma mère a vu ça, elle m'a dit non, ça va pas se passer comme ça, machin et tout. Donc elle a réussi à me prendre tôt et après elle m'a envoyé chez ma grand-mère, c'est-à-dire à Anse Bertrand. Elle m'a envoyé chez ma grand-mère. Donc après chez ma grand-mère, j'ai commencé à faire le collège Anse Bertrand. J'ai commencé à voir les copains et tout, voir une autre ambiance, la plage, machin. Je connaissais pas la plage et tout. Donc j'ai commencé à baisser un petit peu sur le volume, comme on va dire. Et après ça s'est épanoui bien. Et donc après je me suis carrément consacré aux Antilles. Donc après je suis resté et là je suis plus jamais retourné. D'accord. Donc j'ai réussi à faire ma petite famille aussi, tranquillement. Alors raconte-nous. Alors, tu bascules un peu dans la délinquance. Ouais, tu on va vas dire en ça. Prison, oui. Malheureusement pour toi. Oui. Et tu sors de prison, tu as quel âge? Tu as fait combien de mois? J'ai fait 1 an et demi compressé, c'est-à-dire j'ai fait CSL, bracelet et après j'ai terminé avec la prison ferme. D'accord. Et tu le regrettes? Non, je ne vais pas dire que si c'était à refaire, ça sera à refaire, mais bon, j'ai payé ce que je devais payer en fait. Ouais. Voilà, on fait des trucs, on paye. Donc j'ai payé, en même temps quand j'étais en prison, j'ai passé des formations, c'est là que j'ai passé mon CACES aussi 2 et 4. Donc bon, comme j'ai passé mon CACES 2 et 4, ça s'est bien passé, j'ai rencontré un gars, même il connaissait mon père, donc ça s'est super bien passé. Donc je ne vais pas dire que avec la prison aussi, on peut s'en sortir, on peut faire des formations, on peut faire machin. Donc moi j'ai réussi et ça m'a fait un petit diplôme en plus. Mais le problème, c'est que ça, à chaque fois qu'on postule, à chaque fois qu'il n'y a pas assez de place, ou on nous dit qu'il n'y a pas de place, ou on nous dit que bon, on va essayer de voir. C'est pas que j'ai pas. Oui. Et tout bon, c'est quand même, ça a été un handicap que tu étais en prison pour trouver du travail dans la sécurité dans laquelle tu oui, formé. par contre, pour la sécurité, oui, ça a été un handicap. On me dit qu'il faut que j'attende 5 ans, machin, il faut avoir une carte professionnelle. Depuis la carte professionnelle, il ne faut pas avoir de problème avec la justice. Donc là, depuis la sécurité, quand j'ai vu que c'était pas bon, donc je me suis dit, bon, ben, je vais carrément mettre ça de côté, même si j'ai 2 diplômes de sécurité. Quelles sont aujourd'hui tes attentes? Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire? Et d'abord, tu le regrettes, cette période où tu as... allez, disons, franchi la ligne rouge? Je ne vais pas dire que je ne regrette pas, mais c'est ce que je devais faire.
quand les temps étaient durs, je devais le faire. Soit pour nourrir ma mère, mes frères, mes soeurs, donc je devais le faire. Parce que tu ne trouvais pas de boulot, parce que ta Voilà. mère était dans le besoin, Voilà. et Donc ton on- frère donc était voilà. encore jeune. Et Voilà. Je devais aller à la maternelle, après les écoles, tout ça. Donc bon, tout ça, ça fait... Donc aujourd'hui, Oui. si c'était à refaire, c'est-à-dire que si tu devais revivre ta vie, est-ce Mhm. est-ce que tu ferais la même chose? Voilà. Bon, bah non, quand même pas. Voilà. Non, quand même pas. Non, tu ferais pas la même chose. Peut-être que j'aurais peut-être terminé la session du bac. Mais je sais même pas, même si j'aurais eu le bac, qu'est-ce que ça aurait changé, je sais pas, franchement, parce que Mais c'est un bac. c'est un bac STT, je sais même pas si ça existe, donc ça a dû changer. STT, c'est technologie. Ouais, Ouais. sciences technologiques et tertiaires, et c'était option ACA. ACA, action, communication et administrative, un truc comme ça, D'accord. je crois, si je me souviens. Et aujourd'hui, Yannick, tu es marié. Bon, on va dire. Tu vis avec une Oui, une je femme. vis avec ma femme, ouais. Voilà. Vous avez un enfant. Oui, Elle une a fille. une Elle a fille. 4 ans. Elle a 4 ans. Mhm. Et quelles sont tes attentes? Qu'est-ce que tu attends Bah, aujourd'hui? maintenant- Parce qu'à 34 ans, tu Oui. fondes une famille, tu as une responsabilité familiale, Mhm. tu as un enfant. Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes attentes? Maintenant, Si on voulait oui. t'aider, qu'est-ce que tu attends? Quels sont tes projets? Moi, ce que j'attends justement là, comme j'ai un projet, comme je viens de passer justement ma licence de débit de boisson et ma formation d'hygiène. Oui. Donc là maintenant, j'ai besoin d'avoir un van ambulant pour vendre mes bokits, pour vendre mes boissons et tout. Et comme j'ai déjà trouvé un emplacement à Port-Louis, enfin dans ma commune où j'habite là, et donc j'ai pas encore vu ça avec le maire, mais bon, il y a des emplacements possibles, il y a des possibilités. Avec tous les diplômes que j'ai, avec tout ce que j'ai là, il y a des possibilités en fait. Alors, raconte-nous. Alors, ce projet de van, tu nous as expliqué la dernière fois que c'est un projet qui te tient à cœur. Ah oui, ça fait longtemps que je le prépare en fait. Tu as fait toutes les démarches, tu as préparé un dossier. Est-ce que tu as préparé un dossier avec les financements qu'il te faut? Est-ce que tu as déjà préparé tout ceci? En fait, j'ai déjà commencé à préparer tout ça. Oui. Mais c'est qu'en fait, dans justement la profession que je vais commencer, c'est le plus bénéfique pour moi, ce serait d'avoir, pas le financement, mais déjà d'avoir le van. Parce que dès que j'ai le van, Oui. tout est déjà placé pour déjà commencer. Alors, pour qu'on puisse t'aider, est-ce Oui. que tu peux nous transmettre, et parce qu'on le montrera à la télé, Oui. c'est-à-dire ton projet chiffré, Mhm. le van, ça coûte un prix, Mhm. l'équipement dans le van, ça coûte un prix. Il faudrait que tu prépares un dossier avec Parce que j'ai des déjà noms. eu justement le rendez-vous avec le Pôle emploi, en fait, avec mon conseiller. Voilà. Comme j'ai un conseiller au Pôle emploi, donc j'ai déjà eu le rendez-vous. Donc là, j'essaye de voir aussi avec elle comment ça va se passer. Le Pôle emploi, c'est pour un emploi. Non, pour la création de projets création aussi, de pour la projets. création de Mais projets est-ce ou que tu peux d'entreprises. donc préparer ce dossier, c'est-à-dire avec un dossier chiffré, Mhm. avec les montants chiffrés pour avoir le van, l'aménagement du van, etc. Un truc chiffré. Et puis, il faudrait que dans le dossier, qu'on ait aussi Mhm. l'entreprise qui va te faire le truc. Parce que si Mhm. un financement ne consiste pas à te donner de l'argent, c'est surtout d'acheter Voilà. le matériel, Voilà. payer directement Voilà. au fournisseur, de telle sorte que tu puisses avoir le À la base, j'ai même pas commencer. besoin d'argent à la base. Si ça serait possible d'avoir le van, moi, l'argent, ça m'intéresse pas, moi, à la base. Voilà. L'argent m'intéresse pas, moi. C'est juste avoir le van. C'est ça, juste avoir Voilà, le van et avoir le van. commencer. S'il n'y a ton pas, il peut y avoir des activité. financements. S'ils ne veulent pas me donner l'argent, ils peuvent acheter le van directement, je sais pas, mais peut-être D'accord. parce que bon, on peut faire dire que, ouais, que c'est un jeune, machin, on sait pas qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Donc s'il le faut, moi, j'ai pas besoin d'argent. Très J'ai bien. juste besoin du van. Très bien. Et dans ton projet de ce van, Oui. tu comptes, tu m'as dit que tu voulais pouvoir employer au moins un petit jeune aussi. Voilà, mais enfin, je vais pas dire les petits jeunes, les petits copains, moi, mais justement pour qu'ils puissent avoir même une rentrée d'argent, parce que je connais la vie, comment c'était, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre là, je le connais, quand il n'y a pas à manger, qu'on a besoin de 50 €, qu'on a besoin. Donc quand ils vont voir peut-être que j'ai mon van, machin, que je leur dis, ouais, mais petit, si tu veux, tu fais un truc pour moi, machin, et à ta fin de soirée, je te donne 50 €, ça dépend de tout ce qu'on peut faire. Oui. Donc il va se dire, ouais, mais machin, et puis quand il a réussi à faire ce qu'il avait faire et tout, il me donne un petit peu d'argent pour machin, donc après, ça peut faire des trucs, ça peut peut-être même donner l'exemple, même au maire de Port-Louis, je ne sais pas, s'il n'y a rien du tout à Port-Louis, ça peut même faire quelque chose. Si même les politiciens peuvent se dire, bon, si le petit jeune, il a réussi, ça va peut-être réussir avec un ou deux jeunes. Mais après, je pourrais toujours faire tourner. Chaque jour, peut-être un petit jeune, chaque jour, ça dépend. Comment
comment tu te projettes dans 5 ans, dans 10 ans? Comment vois-tu ta vie? Non, mais dans 10 ans, enfin, j'espère au moins dans 10 ans que que mon projet va déjà s'épanouir, va déjà aboutir, déjà j'espère. Et après, dans 10 ans, si ça se passe bien, bah, ça sera différent. Peut-être que je serai plus en cité. Ouais, peut-être que je serai plus en cité, peut-être que j'aurai déjà ma maison, je sais pas. Enfin, j'espère, je dis pas je sais pas, mais j'espère. Alors, on peut dire que Yannick Assouvi s'est rangé des écarts. C'est terminé, ça. Oui, on va dire ça. On va dire ça comme. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que maintenant, je suis plus posé, je suis plus, comment on va dire, responsable. Voilà. Je m'occupe plus de ma fille après les autres problèmes. S'il y a peut-être un contrôle, machin, même si je sais que ça peut mal se passer, mais bon, du fait qu'il y a ma fille, machin, ça va mal se passer. Après, ça va se terminer. L'autre jour, il y a un artiste, Warren. Je ne connais pas. Warren, qui est un artiste. Un chanteur de zouk, voilà, ouais. Voilà, qui a dit, qui a adressé un message aux jeunes en disant: pensez à ceux que vous aimez. Oui. Avant d'agir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est que pensez à ceux que vous aimez. Mais il n'a pas catégorisé. Et les jeunes qui n'ont pas de filles. Et les jeunes peut-être qui vivent avec leur maman et qui n'en ont rien du tout. Ben oui, pensez à sa maman. La peine que ça peut faire à sa maman. Et peut-être ceux qui sont dans la rue. Il y a ça aussi. Il y a plein de jeunes. C'est pas pensez à ceux que vous aimez. Peut-être que le jeune qui n'a rien du tout, il a personne sur qui compter. Comment il peut faire? Il y a des associations aujourd'hui qui prennent en charge des jeunes, qui leur donnent l'occasion de pouvoir sortir du cycle de dépendance, qui leur donnent l'occasion de se refaire. Ouais, bon, on va dire qu'il n'y en a pas assez alors. Il n'y en a pas assez. Surtout avec tout ce qui se passe, on va dire qu'il n'y en a pas assez. Ou bien peut-être que le projet n'aboutit pas. Donc c'est pour ça que moi, que je veux que mon projet... pour que les jeunes ils puissent se dire que bon, il a réussi à faire ça. Même si justement j'ai eu tous mes problèmes, ils vont se dire il a réussi, il s'est rangé, il a fait sa famille et tout. Donc moi aussi je peux réussir. Mais franchement, si dans la commune de Port-Louis, ce projet-là aurait pu aboutir, ça peut changer plein de choses. Franchement, ça peut même peut-être calmer les choses, parce qu'il y a plein de jeunes qui n'ont rien du tout. Ils aimeraient bien avoir même un petit 50 €, machin comme ça. Alors, Yannick Assouvi. Oui. Quel est le message que tu voudrais, toi, en tant que jeune qui a eu des difficultés, donc la famille a eu des difficultés, n'a pas de moyens, tu es issu d'une famille modeste, qu'est-ce que tu voudrais faire passer comme message aux jeunes pour qu'ils ne fassent pas la même erreur que tu as faite au début de ta vie? Justement, pour les jeunes, c'est compliqué. Je ne vais pas dire que c'est plus pour les jeunes, mais c'est plus pour les employeurs. Je voudrais leur dire de ne pas avoir peur parce qu'il y a plein de jeunes, on a des capacités. Justement, si on ne me voit pas comme ça avec mes tatouages, si vous n'auriez pas filmé, c'est-à-dire tous les diplômes que j'ai, peut-être que les gens ils vont se dire « Ah, mais j'aurais jamais pensé qu'il aurait eu tout ça de diplôme ». C'est ça aussi. Donc moi, je veux plus dire aux employeurs de ne pas avoir peur des jeunes, c'est-à-dire qu'il faut chercher. Le gars, il a les possibilités. Même s'il a les diplômes, s'il est venu jusque-là, c'est peut-être qu'il a besoin du travail. Et pour les jeunes, j'ai envie de leur dire de persévérer, de continuer. Ceux peut-être qui ont envie de lâcher leurs études, là franchement, j'ai envie de leur dire de ne pas lâcher. Parce que c'est vraiment très important, parce que je connais plein de copains à moi. Et moi aussi, je suis dans cette situation. Si j'aurais pu revenir en arrière pour dire, bon, même pour avoir mon bac, même si après, il y a plein de gens qui sont les clochards, qui ont le bac, machin, mais voilà quoi. Donc de leur dire, pour les jeunes, de ne pas arrêter. Toujours continuer, même si... Ils se disent, ouais, machin, la mater, machin me dit de continuer, mais moi j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de faire comme les copains. Non, mais continue. Même aussi, un truc, même si tu es dans la rue, mais un diplôme, même si c'est une formation, j'ai envie de dire aux jeunes aussi de prendre des formations, parce que c'est bien beau que les gens ils disent, ouais, ils n'ont pas de machin, mais les gens ils ne connaissent pas. S'ils ne nous voient pas dans la rue, machin, mais ils ne connaissent pas. Si tu n'es pas en formation avec nous, tu ne pourras pas savoir si on a de diplôme ou pas. Donc j'ai envie de dire aux jeunes, de continuer, d'avoir des formations, d'essayer de prendre tout ce qu'il y a à apprendre, cuisine, pâtisserie, tout ce qu'il y a à apprendre, quoi. Tout ce qu'ils aiment, d'essayer de voir, mécanique, je sais pas, mais d'essayer de faire comme moi j'ai au moins peut-être 5 diplômes, mais maintenant je sais qu'au moins ça va me servir, même peut-être dans le futur ou dans l'avenir, ou peut-être maintenant ça va me servir, mais je sais qu'avec le projet que j'ai, même si peut-être j'ai envie d'investir dans un truc, bon, je vais essayer de voir qu'est-ce que je vais faire au niveau CACES, qu'est-ce que je vais faire au niveau peut-être SIAP, pour essayer, comment on va dire ça, pour essayer d'économiser, pour soit acheter mon van, pour essayer de voir. Donc de leur dire des formations, toujours faire des formations, d'essayer de persévérer, mais d'avoir des diplômes, des qualifications professionnelles.
Bonjour, je m'appelle Yannick Assouvi, j'ai 34 ans. Je suis père d'une fille de 4 ans et j'habite à Port-Louis. Donc aujourd'hui, vous avez vu le petit reportage qui a été consacré à mon égard et je viens aujourd'hui pour vous demander une aide, c'est-à-dire au niveau politicien, au niveau entreprise, c'est-à-dire une aide pour avoir un financement de 10 000 € pour faire mon projet de van ambulant dans la commune de Port-Louis pour avoir un petit peu plus de prospérité dans notre commune. Donc c'est pour ça que je fais appel à vous, je fais appel à tous les concitoyens, je fais appel à toutes les entreprises et tous les élus. Et bien sûr, je m'engage justement à rembourser, c'est-à-dire si j'ai le financement, c'est clair que je m'engage à rembourser tout ce qu'il y a à rembourser, c'est clair. Et j'aimerais vous dire aussi que c'est clair que j'ai fait des erreurs, je sais que j'ai été en prison et maintenant que je l'ai payé, c'est vrai que je l'ai payé. Je l'ai payé de 1 an et demi, donc c'est clair que maintenant, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais je vous dis qu'il faut quand même aider les jeunes de Port-Louis, de partout, de Guadeloupe, de toute la Guadeloupe. Il faut nous aider. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous dire, aidez-moi, donc aidez-nous. Si vous m'aidez moi, vous allez aider tous les jeunes de la Guadeloupe en commençant par moi. Donc c'est pour ça que j'aimerais vous dire, aidez les jeunes. Il y a des destins extraordinaires. Il y a certains qui naissent avec une cuillère d'argent et d'autres qui n'ont aucune chance. Parce que la vie les a concassés, broyés, et sans cette extraordinaire capacité de résilience, ils ne s'en relèveraient pas. Voici l'histoire édifiante de Steven Poulier. Regardons ensemble cette histoire. On s'est rencontrés il y a presque 1 mois déjà. Oui, je m'en souviens. Hein? Tu te rappelles? Oui. Alors, on va aujourd'hui parler de toi. On va faire un portrait de toi. Alors, tu es né quand et où? Je suis né le 8 juillet 1995 à Marie-Galante. À Marie-Galante. Et tu as combien de frères et sœurs? J'ai un frère et 2 sœurs. 2 sœurs. Donc, vous êtes une fratrie de 4 enfants. Oui. 4 enfants. Et tes parents font quoi? Ma mère elle est morte et mon père il est maçon. Et ta maman est morte, tu avais quel âge? 19 ans. Tu avais 19 ans? Oui. D'accord. Et tes parents, tu as dit que ton père était maçon? Oui. À Marie-Galante? Non, ici. Ici à Pointe-à-Pitre? Oui. Et tu as vécu jusqu'à 19 ans où? J'ai pas vécu jusqu'à 19 ans à Marie-Galante. Je suis parti très tôt. J'ai laissé ma famille par rapport à des problèmes familiaux divers pour aller habiter chez mon père. Pour aller habiter chez ton père? Oui. Ah, tes parents étaient séparés? Oui, mes parents étaient séparés. Ton père vivait sur la Guadeloupe et ta mère vivait à Marie-Galante? Ma mère ne vivait pas à Marie-Galante, ma mère vivait en Guadeloupe aussi, mais je ne la connaissais pas. J'étais placé chez ma mamie. Ah d'accord, tu ne vivais pas en fait avec tes parents? Non. D'accord. J'étais placé chez ma mamie. Tu étais placé chez ta mamie? Oui. C'est-à-dire ta grand-mère? Oui, ma grand-mère. Paternelle. Chez ta grand-mère paternelle? Oui. Pourquoi tu ne vivais pas avec tes parents Je naturels? ne sais pas, j'ai jamais su jusqu'à maintenant. Tu n'as jamais su? Jusqu'à maintenant. Ta mère ne t'a jamais dit pourquoi tu n'as pas vécu avec eux? Non. Et ton père non plus? Non plus. Ce que je sais, c'est que ma mamie me disait qu'elle buvait beaucoup. Qu'elle buvait beaucoup. Oui. Qui buvait? Ma maman. Ta maman buvait beaucoup? Oui, voilà. Et moi, j'ai jamais vraiment su la vraie histoire de tout ça. Jusqu'au beau jour, quand elle est morte, ma mamie maternelle m'a mis dehors. Ce qui fait que j'ai dû trimer dans la rue, ça m'a hébergé. Ce qui fait que je suis tombé ici. Et là, et ta grand-mère paternelle, maternelle t'a mis dehors? Oui, en fait j'ai dû chercher ma maman, je ne la trouvais pas, donc j'ai dû chercher. Jusqu'à Bossagé, je suis tombé sur ma mamie, par hasard, par un grand cousin éloigné de la famille. Je suis tombé sur ma grand-mère, il m'a montré là où ma grand-mère habitait, je suis allé là, vers elle, je l'ai rencontrée. Puis après, quelques mois après, quand elle a voulu que j'aille voir ma maman, elle m'a dit qu'elle s'est décidée qu'elle va m'emmener voir là où maman habite. Donc je suis allé avec elle et j'ai trouvé maman dans de sales conditions. C'est-à-dire, quelles conditions? Elle était sur un lit tout moche, très sale, avec des limons. C'était atroce. Elle était tout maigre sur un lit, le gars l'a séquestré, la porte était enchaînée.
Et il y avait aussi qu'elle faisait pipi, caca sur elle, elle ne pouvait pas bouger. Le gars ne donnait à boire que du rhum. Qui c'est ce gars dont tu parles? C'est un gars qui habite à Chemin Neuf. Mais tu veux dire que c'est quelqu'un qui vivait avec ta mère? Oui, voilà. Et le gars m'a aussi dit que si ma maman est comme ça, a été comme ça, c'était la faute de ma mamie parce que ma mamie, elle avait déjà fait l'hôpital une fois. Elle est allée habiter chez ma mamie. Ma mamie l'a mis dehors à coup de casserole d'eau chaude et d'huile. Donc ma vie n'a pas été facile. Donc tout ça, jusqu'à maintenant, moi j'arrive toujours pas à comprendre tout ça. Quand tu es placé chez ta grand-mère, Oui. c'est la mère de qui? De ton père ou de ta mère? Laquelle? Quand on te place enfant. Quand j'étais enfant, c'était chez ma grand-mère paternelle. D'accord. C'est moi qui ai décidé de partir quand j'avais 16 ans, 15 ans. Oui. Je suis parti à l'habiter chez mon père. Et de là, j'avais tapé un petit problème, donc je suis reparti. Et de là, je suis retourné, mais je suis allé chez ma mamie. Enfin, j'ai cherché en fait, et j'ai dû trouver. Ma mamie Tu ne connaissais pas du tout les parents de ta mère en fait. Et quand tu as trouvé ta grand-mère maternelle, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On a fait connaissance, je suis allé habiter chez elle, on est resté comme ça. Et quand maman est morte, je ne sais pas si c'est le fait que je la ressemblais trop ou bien que je ne sais pas, mais elle m'a mis dehors. Elle m'a dit plein de choses malsaines, donc moi je suis parti. Je suis resté dans la rue un bon moment. Et ton père dans tout ça? Et mon père dans tout ça, je ne sais pas. Il s'est jamais occupé de toi? Non, il n'a pas été là tout le temps. Tu regrettes ça quand même, que de n'avoir pas eu un père qui fut là, quoi. Oui, voilà. Et je lui reproche ça, mais bon, je ne regrette pas ça trop. Tu as raison. Alors, c'est dans ces conditions-là donc que tu arrives ici, au centre d'hébergement Accor. Oui, voilà. À cause de la famille, et voilà. Et comment ça s'est passé pour l'école, pour toi? Qui t'a amené à l'école? Qui t'a mis à l'école, en définitive? Là, ça, c'est moi. Moi, j'ai cherché les patrons, j'ai persévéré et j'ai trouvé. Alors, quand tu étais tout petit, que tu vivais avec ta grand-mère, une de tes grand-mères, là, qui t'a mis à l'école? C'est ta grand-mère, là? Oui, c'est ma grand-mère paternelle. Elle a tout fait pour moi jusqu'à l'âge de... quand je suis parti de chez moi. Oui. C'est elle qui t'a amené à l'école et tout ça? Oui, voilà. C'est elle qui s'occupait de regarder si tu as fait tes devoirs et tout ça? Oui, il y avait aussi mes parrains, mon parrain. Ton parrain? Voilà. Il prenait plus soin de moi parce que c'était le mari de ma tati. Et tes autres frères et sœurs, où sont-ils? Mes autres frères et sœurs, ils sont à Marie-Galante jusqu'à maintenant. Il y a mon frère qui descend ici quelquefois. Et tu es dans la fratrie, tu es le numéro combien entre tes frères? Tu es l'aîné? Je suis l'aîné. Tu es l'aîné? Oui. Mais qui élève alors les autres qui sont plus jeunes que toi? Ma grand-mère paternelle. À Marie-Galante? Oui. Ils vivent toujours là-bas? Oui, ils vivent toujours là-bas, malgré même si les conflits qui sont là-bas, mais bon, ils font avec. Et pourquoi ton père ne s'est jamais occupé de vous? Alors là, ça, je sais pas. Courir après les femmes, c'est son truc. Donc, tu arrives ici, tu décides. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te décides à dire « Je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas finir comme ma mère. Je veux m'en sortir. Je veux faire quelque chose de ma vie. » Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Explique-nous ça. À la base, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais et être la personne que je voulais être. Donc j'ai cherché longtemps à savoir ce que je voulais faire. Oui. Et quand j'ai trouvé, donc je me suis lancé vers la voie que je voulais avoir. Et j'ai commencé, j'ai cherché, ce qui fait que j'ai trouvé un patron, j'ai trouvé divers patrons. Et après des années d'expérience, j'ai décidé que je voulais faire le CAP. Ce qui fait que j'ai trouvé un patron, que le petit soeur, malheureusement, je n'ai pas pu continuer avec lui parce que malgré les conditions de travail, ça ne se fait pas avec l'école. Là, je suis en attente, je cherche encore, je cherche. Et là, je pense que je vais commencer à faire un job. C'est-à-dire? Un job en boulangerie. J'ai été chercher, on m'a donné un job, on m'a dit qu'on va m'appeler pour me dire quand est-ce que je commence, donc j'attends les réponses.
jusqu'à maintenant. Alors, tu fais une formation, tu es en train de faire une formation là actuellement là. Je fais une formation actuellement. Et la formation se termine quand? La formation se termine en 2017. 2017. Oui. Et cette formation va être sanctionnée par quoi? Un CAP, c'est ça ou Un CAP. Un CAP Oui. En boulangerie? Oui, en boulangerie. Très bien. Et actuellement, qu'est-ce qu'il te faut? De quoi tu as besoin là pour tu m'as parlé d'un job. Tu as besoin d'un job en même temps que tu vas faire Il me faut un patron. Un patron qui puisse me faire continuer la deuxième année pour que je puisse avoir le CAP. Donc, tu as besoin d'un patron qui t'engage en contrat d'apprentissage pour te permettre de passer ton CAP en 2017. Oui, voilà. C'est bien ça? Oui. Donc, tu lances donc un appel ici à un patron boulanger qui puisse te donner ta chance pour que tu puisses faire ton CAP l'année prochaine. Oui, voilà. C'est bien ça? Oui. Alors, Steven, tu es un garçon formidable. Cette capacité que tu as parce que tu aurais pu mal finir, cette capacité que tu as de te dépasser, de te projeter, de construire ton avenir par toi-même est extraordinaire. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce que tu attends? Quels sont tes projets? Quels sont... Mes projets, c'est d'avoir mon CAP et continuer vers le bac et avoir le brevet de maîtrise si je veux. Et pour pouvoir être patron demain après et pouvoir embaucher des jeunes, des gens pour donner le travail. Tu as envie de construire aussi ta famille? Faire une vraie famille? Oui, voilà. Hein? Trouver une compagne, te marier? J'ai déjà ma compagne. Tu as déjà ta compagne? Oui. Bravo, bravo, bravo. Chers téléspectateurs, je m'appelle Poulier Steven, j'ai 21 ans. Je cherche un patron en boulangerie pour continuer ma formation en 2017. Je fais appel à vous. Je suis disponible, je suis travailleur, je suis sérieux. Merci. Comprendre les causes d'un problème peuvent permettre de trouver des solutions à ce problème. Nous avons été à la rencontre d'un homme de culture bien connu dans notre département, Max Jazor. Max Jazor va nous faire part de son analyse des causes de la violence dans notre société. Pour lui, la peur est à la base de tout. La peur explique cette violence qui, quelquefois, se retourne contre nous-mêmes. Écoutons-le. Bonjour, monsieur Jazor. Bonjour à tous les téléspectateurs de TV. Merci beaucoup. Vous êtes ici dans le cadre de l'émission Radio-Télescopie de la Guadeloupe. Nous allons vous interroger, vous demander votre sentiment, votre ressenti sur la question de la délinquance et de la criminalité qui augmente de plus en plus dans notre département. Oui, d'accord. Donc tout sur la situation de violence, en fait. Voilà. Hein, tout ça. Voilà. Alors, juste pour vous donner une petite idée, sans revenir sur les chiffres et le décompte macabre dans notre société, sur le taux de criminalité, savez-vous que nous avons, dans notre département, pour une petite population de 400 000 habitants, un meurtre pour 10 000 habitants, alors qu'en métropole, nous avons un meurtre pour 100 000 habitants. Oui, mais ça ne m'étonne pas, non. Ça ne m'étonne pas. Et je me demande si on sait vraiment tout ce qui se passe vraiment, parce que tous les meurtres qui peuvent se passer en Guadeloupe ne sont pas forcément répertoriés. Bien, écoutez, il y a un indicateur qui est extraordinaire, qui a interpellé tout le monde, toutes les autorités, qui est celle du nombre de dépôts de plaintes. Sur Pointe-à-Pitre, 18 000 plaintes par an en 2014. Sur La Basse-Terre, 12 000 plaintes, ce qui fait un total de 30 000 plaintes pour agression, pour conflit de voisinage, etc., etc., ce qui dénote quand même un état de tension extraordinaire dans cette société. D'après vous, quelles sont les causes de tout ceci? Je crois qu'il faut bien dire que la Guadeloupe, il ne faut pas oublier que c'est une société née de la violence, premièrement. La violence de l'esclavage, qui est relativement récente, qui est une extrême violence. La violence
je dirais, de l'extermination des Caraïbes, qui est une extrême violence, et celle que nous n'avons pas connue, la violence des peuples caribéens les uns envers les autres, les sacrifices humains de toute l'Amérique latine. Donc c'est une société violente, née de violence, et qui a connu une période, on va dire, d'apaisement dans les années 50, 40, enfin, mais toujours avec des pics de violence. Et aujourd'hui, on va dire que l'arbre porte ses fruits. Nous sommes maintenant dans un arbre chargé qui porte les fruits et qui présente les fruits, comme on pourrait dire, maintenant ce sont vraiment les raisins de la colère, parce que en fait la violence, ça vient d'où? La violence vient de la peur. Quand on a peur, on devient violent. Violent envers tout ce qui est étranger, tout ce qui est bizarre, tout ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu, et nous avons des réactions violentes. Aujourd'hui, les raisons d'avoir peur sont multiples. Et Quelles sont ces raisons d'avoir peur dans notre société aujourd'hui? Il y en a beaucoup, mais je vais citer une que j'ai particulièrement remarquée, c'est-à-dire la perte de confiance. Quand on n'a plus confiance, eh bien, on a peur. Les institutions, par le comportement de leurs brebis galeuses, ont pratiquement toutes généré une méfiance. Méfiance vis-à-vis des institutions comme la justice, la police, l'école, l'éducation nationale, les grandes religions, et j'en passe. Donc, à cause des scandales, à cause des trahisons, à cause des mensonges, la violence. Alors, il y a une violence. On parle beaucoup des jeunes. Mais quand on a promis à des jeunes, travaillez bien à l'école et vous aurez un travail, et que en débouché après un bac plus 5 ou plus 10, ils n'ont toujours pas de travail, il n'est pas difficile d'imaginer que ça provoque une extrême frustration, une grande déception et une violence. Qu'on peut retourner sur soi-même, parce que vous ne l'avez pas dit, mais le taux des suicides est en hausse aussi. Il n'y a pas que les meurtres contre l'autre, il y a le meurtre contre soi-même, parce que le désespoir est total. Bien, donc, toutes ces raisons et toutes ces peurs ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous n'ayant plus confiance, pratiquement une grande confiance dans pratiquement aucune de nos institutions, qu'elles soient politiques, sociales, culturelles, etc., trop de mensonges, eh bien, on cherche plus ou moins à se débrouiller soi-même. Or, soi-même, on est quand même assez limité. Donc, on ne peut même pas faire confiance à soi-même. Alors, vous comprenez, dans un climat comme ça, dans une situation comme ça, dans une Guadeloupe, que le monde qui a été plongé violemment dans la société de consommation, dans la mondialisation, tout à coup, alors que nous étions un peu entre nous, inconnus du monde et tout ça, et tout à coup, le monde est sur nous. Il faut faire dans les entreprises face à une concurrence internationale, avec des gens qui ont des moyens autrement développés que les nôtres. Donc les entreprises ont fait ce qu'on peut. Les employés, les salariés, donc derrière, forcément, chômage, précarité de l'emploi, tout cela, une peur. Donc la Guadeloupe est un pays qui a peur. Et elle a raison d'avoir peur. La France elle-même est un pays qui a peur, dans un monde qui lui-même n'a pas encore retrouvé une stabilité et des marques. Donc, on va revenir en Guadeloupe parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais on va dire que globalement, avec l'inconnu des avancées technologiques, des mutations, enfin, moi qui suis je suis né en 1952, donc j'ai 64 ans, et j'ai traversé ces périodes d'une Guadeloupe, d'une France sécurité, le pays où je pars pour France, comme on disait, et partir pour France, c'était mais vraiment le top, c'est-à-dire qu'on est sûr que ça va bien se passer. Avoir le bac, simplement, on est sûr qu'une fois qu'on avait le bac, que tout le monde passait de maison en maison et on vous disait, ton enfant a réussi, félicitations. Alors qu'aujourd'hui, après le bac, l'affaire est loin d'être gagnée. Donc, voilà un monde qui a changé progressivement, mais aujourd'hui, on est quand même dans quelque chose de violent maintenant. Une Guadeloupe qui doit s'adapter et qui ne sait pas comment faire. Alors, on va revenir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les causes de cette violence. Vous avez évoqué les raisons historiques. Mais les raisons historiques, est-ce que vous pensez que c'est la seule variable déterminante pour expliquer cette violence dans notre société? Vous avez évoqué un deuxième point qui est celui de l'emploi. Oui, là, il y a véritablement un souci.
Parce que dans la population, lorsque nous interrogeons la population, il y a 3 causes de cette violence qui sont souvent évoquées. La première cause est celle de l'éducation. Le délitement de nos familles traditionnelles font que la figure paternelle, souvent absente, pose problème pour ces jeunes. Deuxième élément, c'est celui du chômage. Le chômage massif qui atteint les jeunes. On a 55% des jeunes. Mais il y a des réponses qui sont en train de se préparer et nous allons en discuter, notamment sur le front du travail. Ensuite, il y a une troisième cause qui est souvent évoquée par la population, qui est celle de l'insuffisance des forces de l'ordre sur le terrain, parce que la nature ayant horreur du vide, s'il n'y a pas de présence policière qui occupe physiquement le terrain, les voyous en profitent. Donc, pour revenir à ce que vous dites, sur le plan du travail, par exemple, sur le problème de l'emploi, sur le problème, vous avez donné les raisons qui expliquent cette violence dans notre société. Comment vous entrevoyez, vous, les solutions qu'on peut apporter à cela? Alors, pour moi, c'est une démarche, je dirais, logique et cartésienne. Quand vous avez un problème, c'est-à-dire une cause, il faut en rechercher les faits. D'accord? Ou du moins, quand vous avez un effet, il faut en rechercher la cause. Les deux choses sont liées. Donc moi, quand je tire le fil, je suis remonté jusqu'à la peur tout à l'heure. Et pour moi, elle est à l'origine de tout. Maintenant, à chacun des professionnels dans sa catégorie à trouver des... Précisément, à propos de peur, vous dites que la peur est la raison pour laquelle on se retourne les uns contre les autres. Mais et la peur elle-même vient de la perte de confiance. Ouais, notre criminalité, quand on regarde bien les chiffres, c'est une criminalité qui est souvent... les taux d'homicide concernent souvent des problèmes intrafamiliaux. Absolument, mais la famille... Moi, là où je suis remonté, je suis même remonté même plus haut que la famille. C'est-à-dire que, nous avons vu qu'il y a des raisons historiques qui peuvent l'expliquer. Donc, une perte de confiance, perte dans les institutions, ça engendre la peur. La peur entraîne la violence et la violence entraîne la violence. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit bientôt apparaître des milices armées, des commandos de la mort, comme on la voit en Amérique latine ou ailleurs, parce que les citoyens, devant la carence des institutions, parce que je rappelle quand même que le rôle de l'État, on paye des impôts pour être protégé et pour avoir de l'eau et pour avoir de l'électricité. Enfin, bref, on paye. Et le fournisseur ne peut plus fournir, en tout cas il ne fournit pas la marchandise de façon satisfaisante. Oui, mais seulement... On va devoir s'y mettre nous-mêmes et ça ne m'étonnerait pas dans quelques jours qu'on voit apparaître des milices armées. Non, soyons optimistes. Soyons optimistes. Non, je ne veux pas être optimiste, je veux être réaliste, d'accord? Oui. Donc, la violence qu'on voit aujourd'hui, personnellement, je l'avais prévue il y a 30 ans. Parce que quand les causes sont là, les effets suivent. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, moi, je souhaiterais bien que ça ne se passe pas comme ça, mais c'est couru d'avance. C'est-à-dire que, de toute façon, vous l'entendez déjà, et au moment où je vous parle, ça existe déjà. Il y a déjà des citoyens qui se sont constitués en groupe pour défendre leurs enfants. Je vais prendre un exemple très simple, au lycée de Bainbridge, par exemple, au lycée technique. Il y avait récemment, je ne sais pas si ça dure encore, des agressions dont j'ai été personnellement témoin. Les jeunes sortent de l'école et il y a d'autres jeunes qui les attendent à la sortie. Mais c'est une scène hallucinante, c'est-à-dire ils vont vers eux, ils les dépouillent. Les gosses, ils tremblent de peur, ils n'osent pas bouger. On leur prend leur portable, enfin tout ce qui a de la valeur sur eux, et ça continue à la sortie du lycée. Et sur 10, 20 élèves, les parents en ont eu marre, ils se sont constitués en groupe, ils accompagnent leurs enfants, ils ont dû en tabasser 2 ou 3. En tout cas, c'est le début. Alors, action-réaction, derrière le délinquant qui lui reste violent, qui a toujours peur, qui a toujours sa frustration, il va trouver une solution encore plus violente, eh bien, on va lui trouver quelque chose d'encore plus violent. Et c'est comme ça qu'apparaît... Mais comment faire pour enrayer précisément cette spirale de la violence? Parce que une des causes aussi de des homicides, c'est cette volonté de vouloir faire justice soi-même. C'est couru d'avance. Maintenant, effectivement, je vais revenir sur ce qui me semble les solutions. Alors déjà, quand on a un problème, il faut l'attaquer par les 2 bouts.
l'origine et l'actualité. Nous sommes déjà dans une situation, je dirais, dramatiquement violente. À chacun, dans son compartiment, de faire son job, de faire bien son travail et de gérer le contexte actuel, de gérer la situation. Personnellement, en tant que responsable culturel, moi, mon job, c'est de fournir de la littérature, de la bibliographie, des livres scolaires pour pouvoir faire reculer l'ignorance. Donc moi, mon travail, c'est faire reculer l'ignorance parce que la peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, se nourrit aussi d'ignorance. Et effectivement, vous pouvez raconter moins de bobards à quelqu'un instruit qu'à quelqu'un qui n'y connaît rien. Bon, donc, et la méfiance, elle aussi, donc, est moins nourrie, recule devant la connaissance et le savoir. Moi, je suis un distributeur de savoir. J'essaie de faire mon job. Ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes concurrencés par Internet, par ceci, par cela, enfin bref. Mais je fais le job. Je le fais du mieux possible. Je suis loin d'être satisfait de ce que je fais. On peut témoigner du fait que vous faites votre job. Je ne le fais pas bien, mais je fais ce que je peux. Je fais du mieux que je peux, en tout cas. Voilà, du mieux que je peux dans une situation qui est quand même assez difficile. Ça, c'est le mien. La justice a à faire le sien. L'éducation nationale, parce qu'au niveau, un petit point sur l'éducation nationale, l'éducation nationale a comme travail justement de participer à la formation, à la formation, à l'instruction, à la portée d'information. C'est ça son travail. Or, on lui demande aujourd'hui d'être aussi éducatrice. Non, l'éducation, c'est pour les parents. L'information, l'instruction, c'est pour l'école. Je dirais la sécurité, c'est pour la police. La justice, c'est pour les magistrats et compagnie. Enfin, chacun doit faire le job du mieux qu'il peut. Voilà. Alors, précisément, s'agissant de chacun doit faire le job comme il peut, voyez-vous, il y a eu du mieux qu'il peut, il y a eu une réunion pour la première fois en Guadeloupe, vendredi dernier, qui a réuni non seulement tous les camps constitués de l'État, les plus hauts magistrats de la République étaient là, le premier président de la Cour d'appel, le procureur général près de la Cour d'appel, les 2 procureurs de la République, le président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, le patron de la gendarmerie, le patron de la sécurité publique, les entreprises, les élus. Parce que précisément, ce problème de la délinquance et de la criminalité dans notre département nécessite non plus une seule réponse qui est celle de la répression qu'on attendrait de l'État, mais l'implication et une réponse globale à apporter à cette situation, parce que ce n'est pas simplement une question de l'État qui doit intervenir, c'est aussi une question de la participation de chacun de nous, et dont vous venez de parler en parlant de votre propre participation, qui est celle de la culture, voilà, la culture qui doit participer à l'épanouissement de chacun d'entre nous. Voilà, c'est le petit point que je voulais apporter, mais je vous laisse continuer. Oui, donc ça me semble un très bon signe, et je me réfère pour ça à monsieur Cyrulnik, Boris Cyrulnik, oui. Qui est donc très... Le grand éthologue. Le grand, voilà, qui a inventé le principe de la résilience, c'est-à-dire on s'en sort parce qu'on y met l'énergie et que rien n'est jamais perdu. Et il a prouvé, parce que lâché à 8 ans dans les rues tout seul pendant la rafle, je pense, du Vel d'hiver, il a su se débrouiller, s'en sortir, voilà, alors que ses parents, toute sa famille avait disparu. Donc aujourd'hui, il dit... Allez, ça y est, c'est la catastrophe. Je suis très optimiste parce que je crois qu'on est tout près de la catastrophe. Voilà. C'est-à-dire que quand on est arrivé à ce point-là, et au point où toutes les institutions se rassemblent pour dire, bon, il faut qu'on trouve une solution, c'est que, on va dire, le ragoût commence à être cuit là. Donc, on est arrivé à un point de l'insupportable et commence à être atteint. Vous avez vu que maintenant, on va bientôt avoir des mouvements sociaux importants, etc. Enfin, tout le monde va bientôt être dans la rue, je veux dire, et tout le monde va dire, bon, les gars, là maintenant, les associations, tout ça, c'est insupportable. Mais pour que ça devienne insupportable aujourd'hui, il ne faut pas oublier que ça l'a été pendant des années, et peut-être même des dizaines d'années, pour des particuliers qui avaient leurs enfants dans la drogue, leurs enfants au chômage, des drames familiaux qui finalement ont augmenté, se sont multipliés jusqu'au point d'un niveau de violence tel qu'aujourd'hui,
tout le monde se rassemble pour dire. Mais la solution n'est pas encore trouvée. Alors, je nous souhaite à tous de réussir, mais c'est déjà une très bonne chose. Donc, nous rentrons dans la catastrophe, dans l'insupportable, et là, les énergies, les grosses énergies commencent. Alors, moi, je vais proposer. S'il vous plaît, voilà. Nous attendons cette proposition avec impatience. Les téléspectateurs veulent savoir votre proposition. Voilà. J'ai 2 propositions à faire. Elles sont à la fois extrêmement simples et très difficiles, mais à appliquer, mais elles concernent chacun. Donc chacun peut s'en occuper, il n'a pas besoin du voisin, il n'a pas besoin d'un groupe, il n'a pas besoin de parti pour l'appliquer. Il s'agit de comportements personnels, il y en a 2. Premièrement, dire toujours la vérité. Quel que soit, dire les choses exactement comme elles sont. Parce que la méfiance se guérit par la confiance. Quand, à force de dire la vérité autour de nous, la confiance reviendra, la peur disparaîtra, en tout cas diminuera de beaucoup, et on pourra commencer à remonter les marches d'une société équilibrée. Première proposition. Deuxième proposition, toute simple aussi, très difficile, mais surtout ici, mais très, très facile à comprendre. Quand vous parlez de quelqu'un, dites toujours du bien de cette personne. Toujours du bien. C'est pas facile, hein? Mais pour m'être moi-même, je veux dire, plié à cet exercice, je sais que ce n'est pas facile. Mais essayez de tenir sa langue. Si vous pouvez rien dire de quelqu'un de positif, dites rien, quoi. Mais il y a toujours quelque chose de positif à dire de quelqu'un. Dites-le. Bon, c'est vrai, vous n'aimez pas sa tête, il n'est pas sympathique, il n'est pas ceci, mais quand même, il a de beaux cheveux. Dites ça à quelqu'un. Dites, oh, un tel, beaux cheveux. La robe d'un tel était belle aujourd'hui, etc. Difficile, simple à appliquer, mais on peut faire ça tout de suite, et je vous garantis, expérience vécue, qu'on en verra les résultats dans les 15 jours qui viennent. Tout de suite. Difficile, simple, mais difficile. Alors je répète, toujours dire du bien. Dès qu'on ouvre, on parle de quelqu'un, on en dit du bien. Et quand on parle d'une situation, de quelqu'un, n'importe quoi, on dit la vérité. Essayez de dire les choses, je dirais plus que la vérité, comme elles sont. D'accord? Il pleut, ne pas essayer de faire passer des chiens pour des chats, quoi. Vous voyez? Voilà. Voilà ma proposition. Et maintenant, chacun dans son job, dans sa responsabilité, qu'il continue à faire pour le mieux. Merci, M. Jazor, pour cet entretien très, très enrichissant. Et je suis sûr que nos téléspectateurs vont tirer leçon de ces 2 solutions que propose M. Jazor, des solutions simples mais difficiles qu'on peut appliquer pour soi-même, pour avoir un comportement exemplaire, parce que l'exemplarité de nos comportements est source d'inspiration pour ceux qui nous regardent vivre. Absolument. Merci beaucoup. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le rôle des médias? Oui, alors, en tout cas, sur le rôle, la responsabilité et la place des médias dans les institutions. Donc, les médias aujourd'hui, tous médias confondus, presse écrite et tout, donc, ont une responsabilité extraordinaire et à eux seuls, représentent une institution qui a un rôle extraordinairement important à jouer dans justement cette approche de la vérité, de la réalité et je veux dire dans cette prise pour le renouvellement et la réhabilitation de la confiance. Parce que vous comprenez, quand un média vous dit qu'il y a des armes chimiques en Irak et que ça justifie le bombardement et la destruction de l'Irak et qu'on apprend après qu'il n'y en avait pas, vous comprenez, c'est un problème parce que, je vous dis, quand j'étais gosse, nous disions entre nous, c'est vrai, je l'ai vu dans un livre. Et on allait chercher le livre pour montrer à notre interlocuteur entre gamins, tu vois, mais c'est écrit là. Pour vous dire, la confiance était totale. Mais aujourd'hui, les gamins, ils ne connaissent même pas le nom de l'auteur. Et le titre non plus. Et l'éditeur n'en parle non plus. Ils lisent l'histoire, ça leur suffit, ils s'en repaissent, et puis on passe à autre chose. Ah oui, je vois ça même à la maison, et tu dis, mais tu viens de lire tel livre, qui l'a écrit?
Ah bon, je sais pas. Ça ne nous intéresse pas parce que l'auteur n'est plus engagé. On lui demande plus sa signature. On n'en a plus besoin parce qu'on n'a plus confiance dans la signature. Donc, inutile de savoir si c'est Victor Hugo ou si c'est Balzac parce que cette signature n'a plus de valeur. Dieu seul sait que ça a de la valeur, parce que ils ont transmis des valeurs humanistes. C'est comme ça que le siècle des Lumières a éclairé nos jours. Alors, sans vous couper, mais c'est ceux-là, leur signature a encore de la valeur, mais ceux d'aujourd'hui, plus d'intérêt. Et ça, c'est un signe important. À partir du moment où votre signature, votre parole n'a plus de valeur, je veux dire que vous pouvez dire n'importe quoi. Moi, je prends ce que je veux. Ça m'intéresse, je le prends. Ça m'intéresse pas, je le jette. Mais globalement, je ne te fais pas confiance. Je vais trouver... Vous savez comment, finalement, je finis par résumer la situation en Guadeloupe? Dites-nous. SQP. Vous savez ce que ça veut dire? SQP. Ouais. Sauf qui peut. Alors, mais nous ne pouvons pas nous en tirer chacun tout seul. Nous sommes l'être sur le même bateau. Voilà, l'être humain est un animal social. Ernest Hemingway disait « Nul n'est une île en soi, aucun homme n'est une île en soi. N'envoyez jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour vous. » Il sonne pour vous. Je vois que vous connaissez vos humanités. Ça, c'est des auteurs. Hemingway, il signe son livre. C'est moi qui ai dit ça et vous pouvez le retrouver partout. C'est signé. Aujourd'hui, je dis, mais il n'y a pas de signature en bas. Donc tout ça, ce sont des choses à refaire. Donc vous les médias, en tout cas, félicitations pour tous ceux qui malgré les menaces, les pressions, parce qu'il y en a beaucoup, je pense à Canal+, les menaces pour tous ceux qui ne suivent pas le diktat de la direction, etc. Non, les médias doivent rester des gens libres, mais des gens en qui nous pouvons avoir confiance. Donc s'il vous plaît, vous les médias, si vous voulez aider cette société à se remettre, parce qu'elle est malade, à se remettre, eh bien, dites-nous la vérité. Eh bien, écoutez, c'est le rôle de Radio-Télescopie de la Guadeloupe de la chaîne ETV, c'est de passer au scanner notre société, en voir les dysfonctionnements et aider à la prise de conscience de la totalité de notre société sur ce problème de la dénaissance. Et tout autre problème sociétal, parce qu'il n'y a pas que ça qui sera les thèmes de notre émission. Rendez-nous la confiance. Rendez-nous, nous avons besoin d'avoir confiance en vous. Rendez-nous cette confiance. Nous y participons, monsieur. Merci beaucoup.